Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Khattash, donc le podcast pour rendre audible et célébrer des parcours de femmes inspirantes ici du Maroc. Donc sur Khattash, on va recevoir des femmes jeunes, moins jeunes, qui viennent de secteurs très divers, avec des parcours de vie différents, avec justement l'idée de proposer un large spectre d'expériences et d'apprentissage pour que cela puisse résonner auprès d'autres personnes et soutenir leur ambition. Donc aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier épisode de Khattash qui se fait en public, donc en présence de personnes qui sont venues découvrir un peu les coulisses de l'enregistrement. Et on est chez Mayamin, donc un store éphémère qui s'est installé à Paris pour justement présenter des produits de l'artisanat marocain et qui ont été conçus dans le cadre de projets d'entrepreneuriat social. Donc on est entouré par des produits de différentes structures que je voulais vous présenter un peu brièvement avant de commencer cet épisode. Donc on a sur les étagères autour de nous des produits qui proviennent d'Idir, qui utilisent la technique de Boucherweight et donc qui va récupérer des chutes de tissus industriels pour produire des accessoires de mode et insérer professionnellement des femmes du milieu rural. On a également Siskin qui propose un cuir à base de peau de poisson recyclée et travaille également avec des femmes, cette fois des régions côtières. Shems for Lighting qui produisent des lampes à panneaux photovoltaïques faites main par des potiers de SFI et dont les revenus sont reversés pour servir à l'éclairage et à la formation des jeunes des zones non reliées à l'électricité. Et enfin, Anou, qui est une plateforme de désintermédiation de vente de tapis et aussi de produits artisanaux. Donc aujourd'hui, on va parler justement d'entrepreneuriat social, d'impact, de recherche de sens et de vocation. Donc j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Intisar Bouftaim. Bonjour Intisar. Bonjour. Donc Intisar, tu es entrepreneur social engagé depuis près de 10 ans. Et en 2012, tu as cofondé le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, plus connu sous le nom de M-Size, et qui a été vraiment une structure pionnière dans le secteur au Maroc. Donc avant de parler de la jeunesse de ce centre et de tes projets actuels, je voulais qu'on apprenne à te connaître un peu mieux et de manière plus personnelle. Et je voulais te demander, lorsque tu n'es pas sur le terrain, lorsque tu n'es pas en train d'accompagner des entrepreneurs, qu'est-ce qu'elle fait, Intisar ? Ça démarre bien. Voilà, une bonne entrée en matière. Bonjour Maïma et bonjour à tous. Et moi, je suis extrêmement contente aussi de participer à ce podcast que j'ai découvert du coup il y a quelques semaines. Et je suis extrêmement contente de passer aussi après des femmes pour qui j'ai une admiration infinie et qui ont été aussi très importantes, qui sont toujours importantes dans mon cheminement, allez, on va dire, personnel et professionnel. Que fais-je au-delà de mon engagement? C'est une question très importante parce qu'elle pose le doigt tout de suite en fait sur une réalité auquel je suis confrontée depuis quelques années, qui est en fait la part des choses ou l'équilibre pro-perso que je veille en fait ou en tout cas que j'essaye depuis là quelques mois de plus mieux protéger. En dehors du coup de mon engagement, je vais avoir des activités plutôt sportives, de méditation. J'adore voyager, j'adore lire, m'instruire en continu, etc. Et surtout me documenter sur des secteurs qui certes m'intéressent mais ne sont pas, mais que dans lesquels je m'investis pas au quotidien. Pour la simple et unique raison que c'est pas le cœur de mon métier, on va dire au quotidien, mais qui paradoxalement vient nourrir en fait l'accompagnement que je peux justement apporter à des porteurs de projets qui s'attellent en fait à des problématiques de société diverses et variées. Donc à côté de mon engagement, il y a un peu tout ça pour prendre soin de moi, de mon épanouissement, on va dire, personnel. Et il y a surtout un engagement personnel et familial qui est le socle, on va dire, de tout ce que je fais et que j'identifie comme étant la base en fait de mon engagement. C'est ma famille, mes amis, les gens qui comptent pour moi et le temps que je prends et que j'investis pour nourrir en permanence en fait le lien que j'ai avec eux.
Donc je fais partie de ceux qui sont extrêmement attachés corps et âme en fait aux gens qui m'entourent, et donc j'ai à cœur au quotidien de nourrir cette relation-là, et ça peut paraître anodin, mais pour quelqu'un qui est loin justement de sa famille, c'est quelque chose d'extrêmement important, et qui est loin aussi en fait de potentiellement aussi des amis qui sont très importants, mais qui sont loin de par en fait la géolocalisation. Et pour qui en fait j'ai pris un engagement personnel envers moi-même le jour où j'ai décidé de venir en France, de ne jamais en fait couper contact avec eux, et de faire l'effort, l'investissement qu'il faut pour maintenir en fait ce lien-là. On va justement parler de ce temps pour soi et du temps pour les autres, qui est aussi important pour se ressourcer, d'équilibre aussi, comme tu as pu le citer. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu dans le temps, donc au Maroc aussi, et revenir sur cette période des premières études. Donc, tu as eu un baccalauréat en sciences économiques à Casablanca. Tout à fait. Et après, tu as intégré donc, le NCG Stats. Et je voudrais savoir, à ce moment-là, où tu décides d'une première grande orientation, quelles étaient tes aspirations en rentrant en école ? À l'ENCG ? Oui. Ou cette période, en tout cas, entre le lycée et quand tu commences à faire des études, on va dire, supérieures. Donc, quoi tu te projetais ? Comment tu te voyais ? Ou comment, plutôt, tu répondais à la question où tu te vois dans 5 ans, par exemple, à l'époque ? En fait, ça s'est fait en 2 temps. Il y a le avant ENCG Stats et il y a le après. Il y a le avant ENCG Stats qui est plus en fait toute la période la période on va dire scolaire, enfance, adolescence, etc., qui va être très animée par un sens très prononcé de l'exigence, on va dire, et l'exigence dans le parcours scolaire. Et qui vient plutôt des parents, des professeurs. Qui vient des parents, qui vient beaucoup des parents du milieu familial, d'une sœur qui a su être là aussi comme deuxième maman, et qui a toujours en fait pris soin de moi, de mon éducation, et qui a toujours été là à des moments très importants de ma vie pour me dire en fait c'est l'arme la plus essentielle, importante pour moi, pour que je puisse en fait être la personne que je souhaiterais devenir. Et du coup, c'était aussi simple que ça. Il n'y a jamais eu aucune pression, on va dire, familiale. J'avais la liberté de faire les choix scolaires et académiques en fait que je voulais, le tout étant de le faire de la meilleure manière qui soit. Et du coup, je pense que ça a développé en moi une exigence envers moi-même, de me dire, il était important pour moi en fait d'avoir les meilleures notes, d'avoir les concours que je m'apprêtais à passer, etc. Et donc, je pense que toute l'avant ENCG Stat a été vachement animée par ça. Et l'après ENCG Stat, assez vite, en septembre 2009, j'ai ce qu'on appelle un déclic. Est-ce que j'ai eu la chance d'avoir un déclic dans ma vie qui était à la première ou deuxième semaine de l'ENCG Stat, où là on découvre la vie associative de l'ENCG Stat. C'est un des éléments qui qualifie ou qui distingue, on va dire, l'ENCG Stat en tant qu'école. Et donc, je me souviens encore, comme si j'y étais, de ce moment où je suis dans l'amphi, où je découvre en fait les associations et clubs de l'école. Et là, je découvre une association qui avait tout en fait tout pour moi. Donc ça commence, on va dire, avec la présentation c'était du coup SAIF à l'époque, qui s'appelle, c'est l'association qui s'appelle aujourd'hui Enactus. Et je me souviens encore aujourd'hui d'une phrase. En fait, ils avaient projeté une vidéo de Bill Drayton, qui est un des pères fondateurs de l'entrepreneuriat social et de ce modèle-là, qui est aussi fondateur de Ashoka, un réseau mondial qui soutient, qui reconnaît l'action en fait des entrepreneurs sociaux dans le monde, et qui dit à un moment donné, un entrepreneur social ne se contente pas de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher, il ne se satisfait que lorsqu'il a révolutionné l'industrie de la pêche. Et en fait, je m'en souviens, comme si, même en le disant, j'ai encore la chair de poule aujourd'hui, parce que ça a été un moment très très important, où là je me suis dit, j'arrivais enfin à mettre un mot sur ce que j'ai toujours rêvé de devenir. Et qui est toujours de devenir entrepreneur social. Le tout étant que moi, toute mon enfance, toute mon adolescence, quand on me demandait ce que je voulais devenir en fait dans l'avenir, j'arrivais pas du tout à mettre un mot sur un métier. J'arrivais à décrire ce que je voulais être ou ce que je voulais devenir.
Et souvent, je parlais de monter des projets qui vont avoir un impact à la fois social, économique, environnemental, culturel, et j'arrêtais pas. Et souvent, ça a été une riserie un peu dans la famille, etc. Quelque chose à laquelle, ou quelque chose qu'on comprend pas toujours, tu vois, de prime abord, parce que c'est particulier, parce que on n'a pas forcément en fait l'habitude d'entendre en fait ce genre de réponse. Et avec laquelle on me charriait vachement. Et du coup, je pense que j'ai eu un moment d'illumination, en fait, à ce moment-là, où je me disais, ça y est, en fait, il y a un mot, en fait, ça existe, il y a un mot pour l'écrire, il y a des gens qui le font. Et en fait, je pense que depuis ce moment-là, j'ai pris le virus, en fait, de l'entrepreneuriat social qui m'a jamais lâché. Donc, dès la première année, ça a été assez dès la première année, assez fondateur dans tous les choix que j'ai pu faire par la suite. Et quand je dis choix, c'est choix académique, choix professionnel, dans absolument tout, choix de vie aussi. Je pense que ça a été c'est le moment qui m'a aidée à prendre toutes les décisions que j'ai pu prendre après. Et à aucun moment tu n'as eu justement la curiosité ou cette petite voix qui te disait est-ce que je vais pas voir ailleurs pour un peu varier mes expériences, essayer de comprendre comment marchent d'autres structures ou d'autres secteurs. Comment on réussit à être aussi confiant en fait dans les choix qu'on fait? Il y a deux choses. Il y a déjà nourrir en fait cette voix très forte en moi, cette voix intérieure qui me dit que ce truc-là, c'est pour toi. Et du coup, c'est se donner la chance de créer et de suivre, de savoir identifier les opportunités qui s'offrent à soi. Et donc, il y a un engagement très fort, donc associatif, ou qu'on appelle parascolaire, qui était extrêmement important à cette période-là et pendant toute la période, puisque finalement, dans les locaux de l'ANCG Stade, j'avais passé 3 ans. Et du coup, pendant les 3 ans de l'ANCG Stade, ça a été quelque chose de très, très important et très, qui occupait une place très importante dans ma vie. Et à côté de ça, les stages, en fait, qu'on passait tous les étés. Et là, comme tu dis, il y a cette voie un peu de précaution qui est toujours là. Et oui, est-ce que tu es sûr que tu peux faire carrière là-dedans? Est-ce que tu peux avoir un job véritablement là-dedans? En sachant qu'on parle d'une époque où il y avait très peu de personnes que je connaissais dans le secteur. Et que je me devais en fait aussi d'aller rencontrer ou de me renseigner là-dessus. Donc il y a ça. Et du coup, comme il y a toujours cette voie-là, du coup personnelle, mais aussi tu as tout l'entourage, tu as tes camarades de promo, etc., qui font en fait d'autres choix. Et du coup, je passe par la finance en première année. Du coup, je fais un stage de 2 mois et demi dans une banque pour apprendre à connaître en fait le fonctionnement quels sont les métiers qu'on a dans la banque, comment ça marche, etc. Je fais quoi d'autre? Je fais les RH, donc c'est quelque chose qui m'intéressait. En tout cas, l'humain a toujours été quelque chose de très important. Donc je fais un deuxième stage en RH et là c'était encore 2 mois, RH et communication interne, etc. Et c'était super intéressant. Même la banque, c'était super intéressant. Et même en sortant de là, il n'y avait aucune aversion, mais c'est juste oui, c'est bien, mais c'est pas... Je savais que dans tous les cas, même si on suppose que je m'engage dans une carrière quelconque, en fait, on va dire classique, ou dans des métiers qu'on appelle traditionnels ou classiques, ça allait pas durer longtemps. Voilà, donc il y a ça. Et j'ai fait les achats. Les achats, là c'était pareil dans un autre grand groupe, etc. Et les achats, je suis même pas allée au bout parce que ça me passionnait pas du tout. Alors que j'étais entourée de gens passionnés par leur métier. Et je pense que c'était la seule fois où j'ai assumé décevoir quelqu'un. Parce que dès le premier jour, j'étais tombée sur un gars qui était archi passionné par son travail, qui m'avait amené 2 bouquins extrêmement gros à lire, etc. Je pense qu'à l'époque, je devenais de plus en plus... En fait, je découvre en même temps la RSE, le développement durable, et comment ça s'applique en entreprise. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire en fait en entreprise. Et à partir du moment que je découvrais qu'il y avait des métiers où je pouvais à la fois nourrir ma soif d'impact et de sens en fait, et en même temps lier à ce que j'ai pu cumuler comme expérience, compétences dans l'école, etc. Et être dans de grandes structures aussi. Ouais, voilà. Je me disais en fait je peux le faire différemment. Il y a des métiers en fait qui existent pour ça. Ce serait trop dommage en fait de
m'orienter dans un secteur qui a clairement en fait moins de sens pour moi. Et là encore, on est au Maroc ou Là, on est au Maroc. Okay. Là encore, on est en 3e année. Je suis au Maroc. Et entre-temps, j'ai fait une expérience avec Inactus, grâce à Adnan Adioui, qui en fait m'avait du coup mis en relation avec l'équipe du coup de l'époque d'Inactus. Et là, c'était purement de la communication événementielle et presse pour l'organisation de la compétition nationale d'Inactus. Et ça, c'était, je pense, en 2013 ou 2000. Ouais, je pense que c'était en 2013, je pense. Voilà, et ça, c'était intéressant. Enfin, tu vois, mais je me suis... Enfin, à l'époque, je voyais encore la suite de l'aventure devant moi. Et même dans l'événementiel, je me dis c'est bien, mais c'est pas non plus là-dedans où je vais faire, faire une carrière. Et justement, comme tu as cité Adnan Adioui, c'est aussi une personne avec qui tu as cofondé donc M-Size, donc en 2012. C'est en 2012. Je voulais savoir justement comment vous est venue l'idée et comment surtout vous avez appris à travailler ensemble dans un secteur dont on n'entendait pas du tout parler à l'époque au Maroc, comme tu le citais. Alors, la rencontre avec Adnan, elle se fait plus tôt. Elle se fait en 2010. Elle se fait en 2010 ou en 2011, je ne me souviens plus. Et du coup, en fait, moi à l'époque, du coup, j'étais la première année de l'ENCG, j'étais chef de projet du coup dans mon asso. 2e année, j'étais vice-présidente. 3e année, j'étais présidente de l'association. Et en fait, de par, on va dire, aussi les responsabilités que tu prends au sein d'une association, etc. Du coup, on a été, Adnan, à l'époque, il travaillait pour le British Council. Et on était partenaires pour un projet. On s'était rencontrés un été où il m'avait proposé, du coup, si on était intéressé à STAT pour déployer un projet éducatif pour créer des vocations d'entrepreneurs sociaux dans les lycées. Et donc la rencontre, elle se fait au début comme ça. Et en fait, c'était game et allez go, faisons-le. Et en fait, je pense que j'avais tellement à cœur en fait toutes mes missions que en fait assez vite à la rentrée, l'académie, on avait l'accord de l'académie, on avait une entrée dans 5 lycées à Stat, tout était prêt. On avait les équipes au sein de l'association, il y avait tous les étudiants qui étaient mobilisés, que je savais à l'avance mobilisés dans les différents lycées. On avait un panel d'intervenants qu'on pouvait faire intervenir tous les week-ends, etc. Et en fait, ça marche trop bien et on travaille super bien en fait ensemble. Et juste après, je pense, à la fin de cette année-là, où je pense à la 2e expérimentation, du coup, je deviens responsable de la communication du coup de ce projet-là. Et en fait, ça se fait comme ça. Et je pense qu'il y a ce qu'on appelle un coup de foudre professionnel en fait qui se fait comme ça. Et une entente personnelle du coup entre Adnan, moi, mais il y avait aussi d'autres personnes en fait qui étaient vachement engagées dans cet écosystème. Et on se dit par moment, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes qui fait que on arrivait chacun, Adnan il était étudiant Inactus aussi avant et tout, on arrivait chacun en fait un peu à cette observation qui était de dire en fait c'est trop dommage de faire émerger autant d'acteurs en fait et de jeunes, de nouvelles générations on va dire d'entrepreneurs sociaux dans un écosystème où il n'y a pas encore de structure qui reconnaît en tant que telle l'entreprise sociale, en tant que philosophie, en tant que concept, etc. et qui accompagne en fait les entrepreneurs ou les wannabes, les aspirants entrepreneurs à vraiment se lancer là-dedans et à être accompagnés en tout point de développement, on va dire, de son projet. Voilà, et du coup, il y avait cette observation-là et une envie d'avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus systémique. Et du coup, on se réunit autour d'une table et assez vite, en fait, émerge l'idée de création du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Donc, on fait pas mal de sessions de travail. On était un groupe, je pense, de 6 ou 7 personnes au début et en fait on établit à ce moment-là quelle est la philosophie, notre vision en fait de M-Size, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut l'appeler. J'ai un très bon souvenir aussi de l'appellation de M-Size. Ça a suscité des débats En fait, on était un peu dubitatif au début sur Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social parce que ça peut sonner
pas très Jones, quoi. Moi, ça m'évoque un lieu et je sais pas justement si au début déjà vous aviez un lieu physique. On n'avait pas de lieu au début, ça s'est créé en fait avec le temps. C'est sûr qu'on n'a pas démarré en fait avec un lieu, mais ça, en fait, on avait plus peur du côté un peu institutionnel que cela peut refléter, d'appeler un projet comme ça qui est tout sauf du vieux monde en fait, quelque chose, que ça ait une connotation plus institutionnelle ou quoi. Et en fait il y avait quelqu'un qui était du coup dans l'assemblée et qui nous disait à l'époque, ah non mais en fait au contraire ça colle bien avec un positionnement de pionnier. On était là au début et donc et ça s'est fait comme ça et finalement en fait je pense qu'on n'avait pas eu énormément de débat là-dessus. Assez vite on était d'accord, on était alignés et ça y est en fait c'était le projet. Au moins on se disait ça a le mérite d'être simple, ça a le mérite d'être facile à retenir et ça a le mérite d'être clair. Donc c'est un centre, il est marocain et notre seule vocation, ambition en fait c'est de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat social au Maroc et donc définition de la mission découlera et des activités. Et comme tu disais, vous étiez 6 personnes, certaines encore sur les bancs de l'école, d'autres qui étaient déjà dans le milieu professionnel. Oui. Donc, comment vous imaginiez quelles étaient déjà vos ambitions à cette époque ? Est-ce que pour toi, qui étais étudiante, c'était un projet parallèle, donc purement estudiantin, et tu remettais la réflexion à plus tard ? Ou déjà, tu te voyais le rêve et l'ambition étaient... Le rêve et l'ambition étaient super forts dès le début. Et on savait que c'était... de toute façon, je pense que ce qui nous réunissait aussi, en fait, en tant que cofondateur, c'était l'ambition qu'on mettait dans tous les projets que l'on développait avant. Et du coup, à aucun moment, sur aucun de nos engagements, il y avait une sorte de je le fais pour l'instant. Non, en fait, il y a un... En fait, je pense que l'engagement, il est tellement fort qu'à aucun moment, tu acceptes, en fait, même vis-à-vis de toi-même, de te dire, je vais créer quelque chose qui va disparaître dans peu de temps. Mais non, en fait, tu fais tout pour qu'il soit le plus pérenne, en fait, et le plus porteur, en fait, de sens pour d'autres communautés et pour d'autres personnes. Donc non, en fait, l'ambition, la vision, elle était super claire dès le début. Par contre, là où on ne s'est pas trop pris la tête, et je trouve que c'est tant mieux, c'est qu'à aucun moment, on a vu les contraintes qu'on avait chacun. Même par rapport en fait au potentiel engagement dans la durée que pourrait avoir chacun, et donc il y avait une certaine liberté et on en a, c'était même pas un sujet limite, à raison, à tort. Donc il y a d'autres entrepreneurs ou des gens qui nous écoutent qui pourraient croire en fait que mais c'est complètement dingue et immature, mais en fait tant mieux que ça l'ait été, parce que ça nous a permis en fait de grandir et de faire grandir le projet. Moi j'ai eu un parcours, moi il se trouve que j'ai eu une opportunité d'aller en France juste après. Justement c'est ce que je voulais te poser comme question, parce que par la suite tu poursuis tes études ici en France, donc à Bordeaux, et je voudrais comprendre aussi comment ça s'est passé d'abord, cette prise de décision de venir en France, et qu'est-ce que tu voulais retrouver ici. Mais aussi par rapport au projet justement, qu'on a enclenché un peu une grande machine, comment on fait justement pour ne pas couper le lien en fait. Je pense que la meilleure chose qui nous soit arrivée est de ne pas créer de relation de dépendance entre les cofondateurs et le centre. Ça c'est hyper difficile à faire. Je me rends compte en accompagnant des entrepreneurs que c'est pas du tout simple en fait à créer, et je pense que ça s'est fait naturellement. Et il y a un côté aussi vachement lié à la personnalité de Adnan, je pense, qui fait que en fait il était resté et il a eu cette capacité à fédérer en fait autour du projet en étant sur place et en faisant porter ce projet-là à d'autres personnes qui n'étaient pas là au début, comme si c'était le leur. Et en fait, c'est un peu la philosophie du centre aujourd'hui. N'importe quelle personne qui vient travailler en fait dans le centre, et en fait, il se trouve que Chai est là. En fait, il y a toujours une question de, en fait, il y a tout l'espace qu'il faut pour que chacun en fait soit entrepreneur au sein de cette structure. Et porter en fait comme il voudrait en fait le projet. Et donc quand je dis porter comme il le souhaite, en y mettant à la fois de l'énergie, de l'investissement et du retour sur investissement aussi. Donc voilà, donc il y a un peu de ça. Comment on arrive à établir ça ? Est-ce que c'est des process qui sont clairs et partagés auprès de tout le monde ? Est-ce que c'est une gouvernance qui est un peu plus
flexible, fluide. Comment on réussit finalement à mettre en place cette culture? Faire la confiance. Je pense que la confiance, c'est la règle numéro 1. Ou c'est le moyen, en fait, le premier moyen en fait, qui permet de créer une relation aussi forte en fait, avec les gens avec qui tu travailles. Il y a l'humilité, en fait, d'accepter de ne pas tout savoir. Et c'est pas parce que je suis cofondatrice que je connais plus de choses que quelqu'un qui va rejoindre le projet aujourd'hui et qui va y développer en fait, d'autres activités, etc. En fait, d'accepter de grandir et de faire grandir le projet en laissant de la place à d'autres. C'est un peu les 3 éléments qui me semblent importants et très incarnés en fait, dans le projet M-Size. Et après, donc moi, quand je décide de partir, évidemment qu'il y a cette question-là que je me pose de est-ce que c'est le bon moment pour partir? Et en même temps, j'ai tout le temps ça, parce qu'il se trouve que je vis en ce moment une autre transition. Il y a en fait un peu je suis triste de partir, mais je sais pas pour quelle raison. J'ai une intuition super forte qui me fait dire que c'est la bonne décision pour moi. Et à l'époque, à la base, en fait, j'étais partie pour n'avoir aucune chance pour avoir ce double diplôme à l'ENCG, parce que j'étais pas la plus assidue, j'étais pas celle qui avait les meilleures notes, et en même temps, je candidate pour l'école la plus plébiscitée, en fait, qui traditionnellement n'accepte, ou dans laquelle en fait on accepte en interne que les 3-4 qui sont des majors de promo depuis le jour qu'ils ont posé les pieds à l'ENCG. Et du coup c'était un challenge, un peu un coup de oui, mais en fait pourquoi pas essayer, sincèrement c'était un et pourquoi pas, sincèrement oui, go, j'ai rien à perdre. Et en fait, quand je passe le process, et Dieu sait que à mon année, il y a eu beaucoup plus d'entretiens que les années d'avant, et je me dis tant mieux, parce que finalement, on a dépassé en fait les notes. Et j'étais tout le temps, à chaque nouvelle présélection, la dernière de la liste. Donc, t'as un peu honte de dire « Ah oui, je suis quand même content !» Mais comme c'est en fait classé par ordre, tu vois, de notes, j'étais tout le temps la dernière. J'étais hyper contente d'aller au bout, parce que j'ai pu défendre un projet qui potentiellement, en fait, ça c'est pour le coup en fait vraiment mon interprétation des choses, peut-être que j'avais un projet différent des autres. Un projet qui était et qui avait besoin en fait pour se compléter d'avoir une opportunité de compléter son spectre, on va dire, d'intervention, d'opportunités, d'expérience professionnelle, etc., avec quelque chose que je n'aurais pas au Maroc si j'étais restée. Donc là justement, ce que tu avançais comme argument, c'était à la fois le double diplôme, mais aussi les expériences que pouvait te proposer ce diplôme-là en France. À l'époque, ce que je défendais, c'était mon projet professionnel. D'accord, donc tu te voyais déjà rester quelques années en plus en France pour des premières expériences. Oui, en fait, pour faire simple, moi, quand je candidate, me dis, mais en fait, j'adorais partir en fait à Kedge, tout simplement parce que mon projet professionnel fait que je suis déterminée pour avoir un impact par mon travail. Je ne peux pas faire autrement. Et il me demandait pas pourquoi. Non, mais en réalité, il y avait des convictions quand même super fortes. Et en même temps, en fait, mon école me permettait pas d'avoir en fait une autre formation. RSE, développement durable. Enfin, il y en a pas en fait au Maroc, pas au Maroc, mais à l'ENCG de Stat. En tout cas, la spécialité qui m'attendait après en 4e, 5e année, c'était soit finance, marketing. Commerce international. À mon époque, c'était audit, finance, marketing, voilà. En gros, c'était ça qui m'attendait. Et en fait, moi, j'allais le faire si j'étais restée, évidemment, comme j'avais réussi à faire jusque-là. Mais du coup, il y avait ça. Et deuxième élément, j'avais un engagement super fort à l'école. Et je venais d'organiser une journée scientifique autour de l'entrepreneuriat social en mobilisant tout le corps professoral de recherche, etc. à l'UNCG de Stat. Il se trouve que beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé étaient
mobilisée en fait en jury de sélection, et du coup il y avait plus ou moins en fait, il me connaissait, il connaissait ma capacité en fait à bien travailler, et du Donc, coup finalement, j'avais c'était là pas les notes qui ont non, parlé de toi, mais c'était tes activités associatives et tu avais déjà fait tes preuves en quelque c'est ça. sorte en mobilisant le même jury en fait sans le préparer et Ouais, sans savoir que c'était c'était exactement eux ça. qui originaient la décision. Et donc, projet professionnel, du coup, côté métier, et j'avais un projet professionnel côté recherche, où là, je voulais faire de la recherche en impact social. Et là, encore une fois, en fait, je peux pas le faire, je peux pas vraiment le faire au Maroc, pas par manque de volonté, mais en fait, juste par manque d'opportunités, en fait, pour pouvoir le faire. Donc, Et tu voulais faire de la ce qui m'a... recherche. À l'époque, ouais. Clairement, il y avait un côté recherche qui est super important, que je comprends plus tard. Ouais. Et auquel je renonce. Mais je suis allée au bout de mon mémoire de recherche en impact social. Ça, je l'ai fait. Et ensuite, tu n'as pas poussé justement cette question de recherche plus loin. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu as abandonné cette idée? Du coup, à Cade, je fais une chaire développement durable RSE. D'accord. Et dans le cadre de la chaire, le mémoire, il faut que ce soit un mémoire, enfin un truc très traditionnel, un mémoire de recherche en lien avec du coup la thématique de la chaire. Et du coup, moi, la thématique de mon mémoire était sur l'entreprise sociale entre dualité d'émissions et impact social, les mesures d'impact social. Voilà, et du coup, je le fais. Et j'avais un super encadrant qui était super content de mon travail, etc., et qui m'avait vachement encouragée à publier, etc., et aller plus loin en fait dans la recherche. Le tout étant que ce travail, en fait, le travail de réalisation du mémoire m'a appris un petit peu plus sur ce que j'aime, en fait, et la projection que je fais, en fait, de ce travail de recherche, qui était plus, finalement, orienté action que lecture de bouquins pour créer de nouvelles théories. Et du coup, je l'ai fait, je me suis prêtée à l'exercice. Mais en m'observant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pénible pour moi, toute la partie, la première partie, on va dire, théorique, etc., que la deuxième, dans laquelle je me suis éclatée, qui était au contact, en fait, d'entrepreneurs sociaux, et qui se trouvait beaucoup plus, en fait, nourrissante, en fait, pour moi. Elle me donnait de l'énergie, véritablement. Et donc, en ayant une discussion, du coup, j'ai ces discussions-là avec mon maître de mémoire, avec qui, en fait, je lui dis... Voilà, maintenant que j'ai ma note, etc., il y a ça qui m'a éclaté et ça qui m'a moins éclaté. Et donc là, il m'explique en fait que c'était ça de la recherche. Et je pense que ça m'a refroidi plus dans le sens où je me suis dit, en tout cas, c'est pas ce dont j'ai besoin tout de suite. Là, j'ai envie de mettre mon énergie au service vraiment de l'action. J'ai besoin d'être dans l'action et d'être au contact des entrepreneurs sociaux. Et donc, à l'époque, je tombe sur une opportunité en Inde, où là, en fait, je découvre un programme qui s'appelle le Jagriti Yatra. Et c'est un tour de l'Inde en train pour aller rencontrer des entrepreneurs sociaux qui changent la facette, en fait, des choses en Inde. Et donc, je candidate, je suis retenue, je pars, du coup, ça c'était en 2014-2015, décembre 2014, janvier 2015. Et là, c'était une des expériences qui m'a le plus bouleversée, pour plein de raisons. Et tous les ans, à cette période-là, je refais une rétrospective de qu'est-ce que je retiens en fait de l'expérience que j'ai vécue, tellement elle était très forte. Et en fait, du coup, c'est 15 jours. Très symbolique parce que ça vient clore une année et en commencer une autre. Parce qu'on est dans un train qui devient notre maison, notre lieu de résidence, etc. pendant les 15 jours et qu'on est entouré de 450 Indiens et on était une vingtaine d'étrangers. Qui viennent de partout dans le monde pour participer à ce programme. De partout dans le monde pour participer à ce programme. Et comment on est sélectionné donc sur une lettre de motivation, il y a des entretiens. Il y a un dossier en ligne à remplir, etc. Et un entretien du coup sur Skype avec les internationaux. Et du coup, en fait, quand je fais ce programme-là, je rencontre les pionniers de l'innovation sociale indiens. Et là, ça me bouleverse parce que, en fait, je me rends compte je me sentais tellement petite devant en fait les modèles que j'avais, et en même temps je me rends compte de la chance que c'est pour moi d'être sur le terrain en immersion totale déjà dans la culture indienne et auprès d'entrepreneurs sociaux
qui font un travail magnifique. Et donc là, je rencontre Bankor Roy, qui est le fondateur d'un super projet qui s'appelle le Barefoot College. Et le Barefoot College, c'est du coup une ONG qui permet de trouver des réponses durables aux problématiques quotidiennes qu'on rencontre dans la vie rurale en Inde. Et donc, tu as à la fois du coup un côté des activités pour trouver des activités autour de l'assainissement, des activités autour de l'eau, l'accès à l'eau, etc., des activités autour de l'électricité, de l'énergie, de l'accès à l'énergie, des activités autour de l'éducation. Et donc là, je me retrouve déjà face à ce fondateur et sa femme, qui est aussi une militante politique, etc. Et donc, c'est hyper bouleversant. Et je me retrouve en fait dans un atelier avec une vingtaine de mamas qui s'appellent les mamas solares et qui viennent des quatre coins du monde et des quatre coins des villages isolés dans le monde où on n'a pas accès à l'électricité. Et donc c'est des femmes qui ont un potentiel de leadership qui est très important et qui viennent suivre une formation pendant 6 mois en Inde pour devenir ingénieurs en énergie solaire. Sans formation préalable. Sans formation préalable. Et donc la formation, c'est assez impressionnant parce que comme elles viennent des quatre coins du monde, elles ne parlent pas la même langue. Et donc ils ont trouvé la pédagogie en couleur qui leur permet en fait de communiquer pour comprendre en fait le fonctionnement de l'énergie solaire et comment je fais marcher en fait un panneau solaire une fois de retour chez moi. Et donc c'est la mission de ces mamas-là, de revenir en fait chez elles pour électrifier du coup leur village. Il y a aussi une autre visite de Aravind Eye Care, qui est le plus grand hôpital ophtalmologique dans le monde, ou en tout cas le plus performant, qui a réussi à faire passer en fait le coût d'une opération de cataracte de $200 à $5, en s'inspirant notamment de pratiques, c'est assez marrant à dire comme ça, mais des pratiques de McDonald's. Comment est-ce que j'optimise l'espace ? Comment est-ce que j'optimise l'espace et le matériel nécessaire à l'opération chirurgicale pour faire passer un maximum de personnes dans un laps de temps qui est réduit. Et donc aujourd'hui, ce qui est fascinant dans Aravind Eye Care, c'est que les 2/3, donc la cataracte, c'est une maladie qui touche de manière très très développée les Indiens, et notamment les Indiens qui n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont trouvé dans leur modèle économique la manière en fait de faire... en fait, ceux qui ont les moyens, ils payent du coup le coût de l'opération, allez, on va dire à $200. Et ceux qui n'en ont pas du tout les moyens, ils se font opérer avec exactement et dans les mêmes conditions que les gens, on va dire, un peu plus aisés, de la même opération, mais gratuitement. Et donc, les 2/3 des patients d'Aravind Eye Care aujourd'hui, ils se font opérer gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est un peu les exemples en fait de porteurs de projets du coup qui m'ont complètement fascinée. Et au-delà, je pense, au-delà des rôles modèles, donc c'est comme ça qu'ils les appellent, au-delà de l'inspiration que l'on peut avoir grâce au rôle modèle, il y a aussi un côté expérience en soi. Parce que mine de rien, le voyage, le mouvement, on va dire, il est vraiment hyper fort. Le contact avec les Indiens, avec les jeunes qui ont des histoires, mais toutes aussi fascinantes que les uns que les autres. Il y a aussi un côté communauté qui est extrêmement important. Et puis surtout un côté en fait rêve commun qui me rendait un petit peu... j'arrive jamais à trouver le mot juste... mais un peu jalouse finalement. Donc je fais ce programme-là et à la fin, je me dis, je rêverais que plus de monde ait accès en fait à ce genre d'opportunités. Je rêverais d'emmener avec moi toute la jeunesse marocaine du coup pour vivre cette expérience et se dire combien c'est possible en fait de changer le monde et de croire en un rêve qui est ambitieux, qui était tout simplement celui de dire on est là pour construire et de faire de l'Inde une des puissances mondiales qui aura cette capacité-là à vraiment en fait prospérer avec en fait des entreprises sociales qui agissent un peu sur le territoire et qui ont un impact social environnemental qui est extrêmement important. Voilà. Et donc tu vois tous ces projets, ça t'inspire beaucoup de choses et donc je t'entends dire que le premier comparatif qui vient, c'est
j'aimerais qu'on fasse qu'on duplique ces expériences-là et qu'on en ait au Maroc. Donc, on sent bien que tu réfléchis et que tu as toujours le Maroc présent dans ton esprit. Justement, on avait parlé de comment s'est passé le départ en France et la mise en pause, si on peut dire, des activités chez M-Size. Donc, est-ce que ce voyage-là t'amène à vouloir revenir? Est-ce que tu avais déjà mis en place certaines règles pour travailler à distance? Comment ça s'est fait et comment tu te projetais dans un retour? En fait, ce qui est important, je pense, à aussi soulever, en fait, le lien avec le Maroc n'a jamais arrêté pour plein de raisons. La première, c'est que voilà, la terre de cœur, c'est ton pays, voilà. Et le lien avec M-Size n'a jamais arrêté. Donc, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Donc, même quand je prends cette décision-là de partir, j'ai conscience que je vais m'éloigner un peu, mais je garde un pied dans l'organisation. C'est un bébé auquel je suis extrêmement attachée, que je suis extrêmement fière d'avoir vu naître. Et je pense que quelque part, il y a toujours dans un coin de ma tête juste cette vision des choses qui se veut. Un peu, je me nourris pour nourrir le projet, et du coup, tu sais que dans tous les cas, en fait, ce que tu investis en toi, tu l'investis dans le projet, de fait. Voilà. Et donc, je pense que ça a continué. Et donc, quand je me dis ça, donc je réfléchis, et je me souviens très bien à l'époque, je reviens, j'étais encore extrêmement bouillonnante de cette envie de répliquer du coup le modèle. Et en fait, c'est toujours dans un coin de ma tête. Et avec du coup ma meilleure amie, je me souviens, elle était venue à Lyon, elle était venue me voir à Bordeaux. On se pose et on dessine un itinéraire en fait d'un tour du Maroc. Et à un moment donné, on se dit soyons plus ambitieuses et faisons un tour d'Afrique à la rencontre d'entrepreneurs sociaux, etc. Et donc, ce qui viendra après, c'est une rencontre du coup avec Ticket for Change qui est arrivée en fait super vite. Quand je dis ça, c'est arrivé genre 2 semaines après mon retour en France, et qui se fait un peu par la nature des choses. Donc, je suis contactée par du coup un membre de l'équipe de Ticket for Change qui, à l'époque, en fait, moi, il se trouve que je m'occupais du coup de la communauté Make Sense à Bordeaux et qui me propose en fait de collaborer ensemble pour lancer un cours en ligne qui venait tout juste de mettre en place et de publier en partenariat avec HEC Paris. Et du coup, il voulait s'appuyer sur la communauté Make Sense pour du coup déployer et animer sur le territoire du coup le MOOC. Pour les auditeurs, c'est un cours en ligne qui est accessible sur Coursera, qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. Il y a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Qui a eu beaucoup de succès, qui marche encore très très bien, et que toute personne d'ailleurs intéressée par l'entrepreneuriat social gagnerait en tout cas à le suivre. C'est en 3 étapes, inspiration, introspection, passage à l'action. Et donc je dis oui en fait à la proposition, et j'organise en fait une soirée de lancement où en fait là c'était en 2 parties en plus, une partie où je racontais en fait le tour de l'Inde, le Jagriti Yatra, et une deuxième partie où une ancienne participante du coup de la première édition du Tour de France de Ticket for Change raconte un peu comment elle a vécu le tour, et du coup fait la promotion du MOOC Devenir entrepreneur du changement. Et donc ça se fait comme ça. Et donc quelques semaines après, je rencontre du coup l'équipe, et là j'ai une proposition de rejoindre du coup les équipes de Ticket for Change pour m'occuper de la partie, on va dire de l'étape de passage à l'action du Ticket Tour. Du coup c'est un des programmes un peu traditionnels de Ticket for Change. Et donc je me dis allez go, faisons testons et voyons ce que ça va donner. En plus, je me dis, ça fait tellement sens. Donc, ça me permet de le faire un peu, tu vois, en deux étapes. Je vois ce que je vis de l'intérieur, en fait, l'adaptation du Jagriti Yatra en France, pour pouvoir aussi, en fait,
comprendre comment on adapte au mieux, on va dire, une offre ou une opportunité comme Jagri Theatra dans un territoire qui a ses spécificités, dans la jeunesse a ses propres besoins, et dans la société en fait aussi présente des problèmes de société qui sont relativement, voire complètement différents. Et donc c'est une expérience que je pensais durer 6-7 mois et qui finalement a duré 5 ans. Et voilà. Et donc, en cours de chemin, il y a toujours M-Size qui est là, il y a toujours le lien avec l'équipe qui est là, il y a des retours réguliers au Maroc au contact de l'équipe, mais aussi au contact des bénéficiaires et des entrepreneurs. Justement, moi, je posais la question en fait par intérêt purement personnel, parce que je pense que notre génération, en étant un peu en situation de mobilité, c'est un peu dur de se dire en fait, je travaille en France, je ne suis pas engagée au Maroc, et comment on essaye parfois de légitimer, de justifier nos actions, de se dire non en fait, je fais quelque chose qui est en lien avec le Maroc. Enfin, moi en tout cas, tu vois, le podcast, c'est aussi un moyen pour moi de faire un lien avec mon pays. Mais c'est parfois pas toujours évident à vivre, de se dire que je suis là entre deux rives, entre deux pans. Mais en tout cas, je vois aussi comment ça peut être intéressant d'avoir déjà un projet sur place, et de se dire en fait finalement toutes ces expériences-là, en me nourrissant, je nourris indirectement ce projet qui est plus grand et très noble. Donc la question que je voulais te poser, c'est en ayant rencontré en fait tous ces gens-là, tous ces entrepreneurs, que ce soit en France, au Maroc, en Inde, et même, j'imagine, dans d'autres pays, quelles sont finalement les caractéristiques communes qu'on peut retrouver, ou que tu retrouves chez ces personnes, ces entrepreneurs qui consacrent du temps, de l'énergie à des projets à fort impact, et qui font passer ce sens et cet impact-là avant toute chose? C'est le why. J'ai même tendance souvent à dire, tu vois, aux entrepreneurs même que j'accompagne, etc., qu'un des secrets, je pense, les mieux gardés des entrepreneurs sociaux, c'est le why. Et je pense que c'est pas tant pour une raison de... Enfin, c'est pas tant pour le cacher, ils le disent sans vraiment, en fait, s'en rendre compte, mais parce que je pense que c'est tellement évident pour eux, c'est tellement évident pour toi quand tu te lances en fait dans l'entrepreneuriat social, que tu le fais parce que c'est vachement ancré en toi et que ça a du sens pour toi, que tu oublies en fait d'en parler parfois. Le why, il peut avoir... moi en tout cas je le définis en fait sous deux perceptions différentes. Il y a le why personnel et donc le why personnel, c'est pourquoi j'ai envie de m'engager dans ce projet-là. Pourquoi et c'est essentiel du coup pour toute personne qui potentiellement en fait nous écoute et souhaite se lancer. Pour moi, c'est une des premières questions en fait à travailler en soi et à se poser quand on veut se lancer là-dedans. Pourquoi je souhaite me lancer? Pourquoi je souhaite entreprendre? Pourquoi je fais ce choix-là? Et pourquoi je souhaite entreprendre dans cette filière ou dans ce... pourquoi je souhaite m'engager pour cet enjeu de société-là. Ça permet à la fois en fait de bien comprendre en fait l'ancrage en fait du projet, de travailler sur ce qu'on appelle l'alignement personne-projet, donc le sens que ça a pour toi en fait de t'engager dans cette voie-là. Et 3, en fait, c'est ce qui te permet de trouver de l'énergie quand tu passeras par des difficultés et des moments en fait un peu moins plaisants, dont on parle moins quand on parle du storytelling en fait de l'entrepreneur. Et c'est là où tu puises, on va dire, le plus de ressources et d'énergie. Et après, le deuxième niveau, on va dire, de cette question-là en fait du why, c'est le pourquoi. Et le pourquoi, c'est quel impact, pourquoi tu souhaites le faire, c'est quel impact tu souhaites générer en fait à moyen long terme, quelle société tu vis, tu rêves en fait dans l'avenir, qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme vision en te lançant en fait dans cette voie entrepreneuriale là, ou en lançant ton projet. Je dirais ça comme premier point en commun de tous, vraiment tous. C'est le why. Il y a un côté un peu inhérent à l'entrepreneuriat qui est la détermination.
Et un troisième, et par détermination, pour moi, il y a à la fois en fait la détermination entrepreneuriale, mais il y a surtout en fait l'audace en fait de voir grand et de se dire je peux y arriver et c'est possible et je peux y arriver. En gros, c'est possible et c'est possible pour moi. Donc je peux atteindre et créer un projet qui demain va être beaucoup plus grand que moi. Voilà, il y a cette deuxième caractéristique et la troisième, c'est la persévérance. Parce que c'est se mentir que de se dire que tu t'engages dans une voie facile. Si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et je pense que c'est extrêmement paradoxal de croire que l'on s'engage dans une voie où on veut changer profondément de paradigme et qu'on ait un peu la naïveté de croire que ça va être facile. Donc c'est normal que une fois engagé dans cette voie, il y a des gens, même autour de toi, les plus proches, qui comprennent pas ce que tu fais, qui comprennent pas pourquoi tu le fais, qui vont potentiellement pas exprimer en fait le soutien que tu attends ou qui vont même en fait on va dire même là cette fois-ci un peu en s'éloignant un peu plus on va dire de la sphère plutôt intime ou personnelle s'opposer à toi et donc ça fait partie du job et ça fait partie en fait de l'aventure dans laquelle on se lance. Et il y a juste un truc en disant ça, en insistant sur un peu plus loin que soi, je me rends compte en fait que j'ai un exemple en fait qui est en opposition totale à ce que je viens de dire, qui est l'exemple de Ben Roy, il a un TED qui est accessible du coup sur internet pour les gens à qui ça pourrait intéresser, et qui lui en fait a eu comme première personne qui s'opposait à son engagement sa maman. Ça commence pas bien pour lui. Et ça a duré des années où elle lui parlait pas. Parce que c'est quelqu'un qui est issu d'une famille plutôt aisée et à qui, on va dire, la vie promettait une carrière professionnelle plutôt stable, plutôt élitiste, et qui va faire le choix de s'installer dans la zone la plus vulnérable, la plus pauvre de l'Inde, et dans le village le plus pauvre d'Inde. Et donc, la première personne surprise, on va dire, par ce choix-là, ça a été sa mère, et qui, pour montrer à quel point elle était opposée à son choix, elle décide de ne plus lui adresser la parole. Et donc, c'est une relation qui va durer comme ça pendant de longues années, et qui va s'apaiser le jour où il va avoir une parution dans un journal, ou une parution médiatique qui reconnaît son travail. Et donc, je pense que par un peu, tu vois... cette volonté de protection que peuvent avoir les parents de oui, non, en fait, il faut que je t'exprime en fait par la manière la plus extrême possible en fait à quel point j'ai peur pour toi. Et ça a été à la fois une épreuve mais un challenge pour lui de se dire aussi en fait il faut que je lui prouve que j'ai raison et qu'elle peut être fière de moi. Voilà. Non, effectivement, c'est aussi toute sa capacité à se dire je ne peux pas trouver le soutien auprès de mes proches, mais effectivement, il faudrait que cela, au contraire, ne me détruise pas, mais me donne un élan supplémentaire pour y arriver. Et justement, tu es amené à accompagner beaucoup d'entrepreneurs à la fois dès les phases d'idéation jusqu'aux phases de développement de projets. Quelles seraient, selon toi, en mettant cette question du why de côté, peut-être les premières choses auxquelles il faudrait penser, voire même les erreurs que commettent les entrepreneurs au début et à surveiller finalement un peu les points de vigilance quand on veut se lancer? Au risque de me répéter, mine de rien, en fait, la question du why, pour moi, elle est fondamentale. C'est sûr. C'est la première question en fait à se poser. Et même quand du coup j'accompagne dans le cadre de mes activités, de mes missions chez Ticket for Change des entrepreneurs, c'est un élément qui s'inscrit au centre, on va dire, c'est la base de notre travail d'accompagnement, c'est au cœur de notre travail d'accompagnateur que de retravailler en fait, que de travailler avec les entrepreneurs cette question du why. Deuxième élément, en fait, pour moi, il y a un peu les trois premières briques très importantes. En fait, c'est de valider le problème auquel on s'attelle. Souvent, on peut avoir une compréhension faussée ou pas forcément, en fait, généralisable à
la réalité de ce que ça représente au niveau de la société. Du fait que d'une première compréhension ou d'une relation parfois même très intime que l'on peut attacher en fait au problème parce que ça a potentiellement touché un proche, parce qu'on est potentiellement passé par là, et c'est le cas de plusieurs entrepreneurs sociaux qui se lancent en fait, qui est de parfois répondre à des enjeux qui les ont touchés à titre individuel ou voilà. Après, c'est pas le cas de tous, mais c'est une possibilité d'engagement. Du coup, c'est de valider encore une fois le problème auquel on s'attelle. Il n'y a rien de mieux que d'être au contact en fait de ceux qui le vivent au quotidien. Si je veux proposer une alternative pour je sais pas, pour des produits cosmétiques et des produits alimentaires voilà, aux consommateurs, il n'y a rien de mieux que d'être au contact en fait, de ce consommateur-là pour vraiment bien s'imprégner et comprendre les besoins qu'il ressent au quotidien. Et donc ça passe par tout un travail du coup, de design thinking pour les personnes que ça peut intéresser. Il y a beaucoup de matières en fait, disponibles sur Internet autour de méthodologies et d'outils qui peuvent en fait, aider un entrepreneur à suivre en fait, cette méthodologie-là. Et c'est en étant en contact de ces bénéficiaires que l'on peut valider du coup et bien mieux comprendre et cerner les besoins qu'ils rencontrent au quotidien. Il y a un deuxième travail très important et inhérent en fait à ce premier travail de validation du besoin, c'est de voir tout ce qui se passe par ailleurs, de faire tout le travail de benchmark qui peut se faire et s'effectuer à la fois à l'échelle du coup régionale, à une échelle nationale et même une échelle pourquoi pas internationale, pour savoir quand il fait, quand il fait en fait tous les entrepreneurs, tous les pairs qui ont eu la même envie en fait de s'attaquer à ce problème-là. C'est de se mentir que de croire qu'on est les premiers à vouloir développer une solution pour mieux manger ou pour mieux se déplacer ou pour je sais pas ou pour recycler des mégots de cigarettes. Voilà, et donc en fait la deuxième étape fondamentale pour moi, c'est de faire ce travail de benchmark pour comprendre les solutions existantes et donc de vraiment maîtriser. Ça permet à la fois d'en tirer les meilleurs apprentissages, les bonnes pratiques, mais aussi en fait de détecter les failles potentielles et les dysfonctionnements. Oui, il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui s'attellent à la problématique de la qualité de l'enseignement. Ok, pourquoi en fait ça marche pas ou pourquoi ça marche pas assez? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'acteurs? Est-ce qu'il y a un endroit où on n'agit pas? Et ça permet d'orienter sa solution. Il y a une phrase que j'adore répéter en fait aux entrepreneurs qu'on accompagne: ils ne font jamais tomber amoureux de sa solution, mais du problème qu'on veut résoudre. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, tu sais que ta solution, elle sera amenée en permanence en fait à pivoter, à changer, à évoluer, et ça fait partie en fait du travail de l'entrepreneur que d'avoir cette flexibilité-là, d'apporter le meilleur service, le meilleur produit qui répond en fait aux besoins. Et donc c'est là qu'on parle du fit market product market, voilà, ou voire même en fait le besoin et le produit. Et sur un plan plutôt personnel, quand on s'engage vraiment pour des causes qui sont, comme tu disais, avec plusieurs paramètres, où on a vraiment une envie d'avoir un impact sur des communautés, donc au sens très large, on va avoir tendance à ne pas compter ses heures, à ne pas se réserver vraiment du temps ou de l'énergie à tout donner à ce projet-là. Et justement, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as vécu cette situation? Est-ce que tu as pu mettre en place des méthodologies ou des règles pour justement ne pas t'oublier et réussir à trouver ton équilibre? Ça nous ramène à la toute première question. Justement, je t'avais dit qu'on allait y revenir. C'est le moment. Je pense que ce qui me semble être important, c'est de connaître un peu, c'est de connaître ses besoins et de rester en fait à l'écoute de soi et de son corps. J'insiste sur le soi et le corps parce que peut-être parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps et c'est jamais agréable en fait de se voir lâché par son corps, même quand on a au préalable en fait cru mettre en place tous les dispositifs. Et donc au début du podcast, je te parlais de
l'activité sportive, faire du sport régulièrement, faire de la méditation. Donc j'ai une pratique de méditation qui est plutôt régulière, de voyager, de s'entourer, de trouver le moyen en fait de parler d'autres choses et de couper aussi avec son quotidien, etc. Et ceci dit, même si pour le coup en fait c'est là depuis quelques années, je l'ai aussi mis en place potentiellement en fait un peu tard parce que je savais pas au début, parce que quand on est passionné par un sujet, on est passionné par un sujet et en fait c'est assez facile de tomber là-dedans, on va dire H24, et de manger entrepreneuriat social, se lever entrepreneuriat social, parler de ça en permanence, etc. Donc on en fait un peu parfois même une addiction, et il y a même en fait un peu le côté de assez vite on peut se voir aussi submergé, on va dire, par la quantité de travail, mais parce que tout semble important tout le temps. Et le travail n'arrête pas, et voilà. Et du coup, je pense que, en fait, si j'aurais malheureusement pas de leçons à donner, ni de conseils à donner, en fait, là-dessus. C'est absolument pas mon intention là. Mais je pense que connaître ses besoins et s'observer en permanence, et ça c'est un travail qu'on apprend en fait à faire, est essentiel. Pourquoi ? Parce que même quand on tombe dans les dérives, on va dire, d'un engagement excessif, on tombe quand même sur ses pattes. Et à titre très très personnel, 2019 a été une année extrêmement difficile, on va dire, pour moi à plein d'égards. Et pour n'en citer qu'un, mon équilibre de vie pro-perso, on était clairement du coup à l'épreuve, ce qui m'a énormément aidée. Je sais que je tire mon énergie des gens qui m'entourent. Et je suis extrêmement fière malgré tout de me dire j'ai su pendant tout ce temps-là en fait m'engager, m'entourer de gens qui me donnent de l'énergie, qui savent parfois en fait trouver les mots justes pour que je retrouve à nouveau en fait de l'énergie en moi, etc. Et en début d'année, j'ai su aussi m'entourer de gens qui me connaissent moins, mais qui ont eu un rôle un petit peu différent. Pour donner un exemple super concret, début d'année, vers mars 2019, etc., je me dis, je fais le choix cette année d'investir en moi parce que je sens que je commençais à sentir que ma santé, mon corps commençait à me lâcher, etc. Et pour tenir, on va dire, et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, je vais m'entourer de coachs. Et j'ai eu une coach formidable qui a su jouer le bon rôle de coach. Donc vraiment m'accompagner, avoir ce rôle-là de questionnement permanent et de m'apporter les bons outils au bon moment, et de me permettre aussi de prendre des décisions un peu, encore une fois, parfois en rupture avec son quotidien, etc., mais qui étaient nécessaires en fait pour moi, pour mon équilibre, mais juste en fait aussi pour ma bonne santé physique et mentale. Donc elle n'intervenait pas seulement sur le caractère professionnel, mais c'est vraiment une coach de vie pour trouver des réponses à exactement, c'est exactement ça. Questions. Et à côté de ça, donc j'ai eu la chance, mais ça c'était plus dans le cadre du coup de mon activité chez Ticket for Change. On a eu avec une opportunité de partenariat du coup avec l'ensemble de l'équipe, de se faire du coup accompagner par un collectif de coachs qui s'appelle du coup l'Institut Aristote, et qui nous ont apporté plus un coaching du coup qui était complémentaire à celui que j'avais par ailleurs, plus de connaissance de soi, identifier ses talents, ce qu'on appelle son ikigai, et formuler ou reformuler parfois même en fait la place que l'on joue en fait au sein d'une organisation, et quel lien en fait moi avec mon ikigai, ce qui me fait me lever le matin, je contribue en fait à la mission de mon organisation et j'optimise en fait la place que j'occupe dans le projet. Voilà. Donc là, quand on dit ikigai, c'est vraiment le point d'équilibre entre ce qui nous passionne,
ce qu'on réussit à faire ou ce qu'on a comme talent. C'est bien ça C'est Ikigai, du coup c'est un concept japonais qui veut dire raison d'être ou raison de se lever le matin et qui réunit en effet en fait 4 grandes dimensions: ce qu'on aime faire, ce en quoi on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on est payé. Et donc ce concept japonais, il a été observé du coup par un collectif de chercheurs qui avait observé par moment un taux de longévité extrêmement important, ou plus important que la moyenne, dans un petit village, une région on va dire du Japon, qui s'appelle Okinawa. Et donc, ils se sont intéressés à ce qui fait ou les facteurs qui font que les gens, du coup, dans cette région-là du monde, prospèrent et vivent en fait plus longtemps que la moyenne. Et donc, un des premiers facteurs, c'est justement en fait cet ikigai-là, qui est plus en fait une philosophie de vie, qui est vécue de manière complètement naturelle en fait pour eux, et qui se veut en fait vraiment au croisement de ces 4 dimensions-là. Et comme on est en période un peu de nouvelle année, je voulais justement savoir si tu prenais des résolutions. On a entendu justement ta prise de recul et de dire, voilà, moi je sais qu'en 2019, il y a eu des périodes, des hauts, des bas, et on sent que tu te fais des rétrospectives. Donc je voulais savoir comment tu t'y prenais et si plus largement tu étais adepte de planification. C'est trop bien cette question, elle me fait trop rire. Mais elle est trop bien. Parce qu'on sait jamais comment prendre les résolutions en fait. Ouais. Est-ce que c'est vraiment en fait, marrant ou pas? Honnêtement, je me suis posé la question si j'en faisais pas trop. Ouais. Là, je me suis pris une semaine et elle était extrêmement bénéfique. Donc, je me sens en très bonne énergie. Donc, je pense que c'était vraiment la bonne chose à faire. Pendant laquelle, en fait, là, depuis 3 ans, il y a un outil que j'adore vraiment utiliser qui s'appelle le Year Compass. Year comme année, du coup en anglais, et Compass, c'est O-M-P-A-2-S. Le compas. Voilà. Le Year Compass, on peut, du coup, c'est un outil qui est gratuit, accessible en ligne, accessible dans plusieurs langues aussi, qui est devenu un peu ma tradition. Ça prend pour être fait, ça prend une mi-journée. Donc c'est une mi-journée que je m'offre tous les ans pour faire le bilan de mon année, de l'année qui vient de passer, célébrer l'année qui vient de passer avec les apprentissages, avec les difficultés et avec ce que j'ai pu réaliser pendant cette année-là, et de préparer l'année qui suit. Et c'est trop bien fait parce que tu n'as rien à faire, si ce n'est que te consacrer une mi-journée. Et c'est vraiment pas beaucoup. On peut tous se faire ce cadeau-là. Où en fait, moi en règle générale, tous les ans, c'est une mi-journée où je suis seule, j'ai mon casque, ma musique, et en fait, je ne fais que ça. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement dure en jugement de moi-même de cette journée, de cette année du coup qui vient de passer. Et c'est un travail qui, tous les ans, je me rends compte, me permet de vachement relativiser et être beaucoup plus bienveillante envers moi-même. De me rendre compte de tout ce qui s'est passé pendant une année. Et très sincèrement, en fait, en parcourant le truc, il y a une page normalement pour les événements importants de l'année. Je me suis retrouvée avec 2 pages. Je me suis dit, là, je joue pas le jeu. Alors que non, en fait, c'est juste que c'était une année extrêmement intense. Et malgré, du coup, le parcours parfois... plus du coup le parcours particulièrement de santé que j'ai pu avoir du coup cette année, qui était un peu difficile, ça m'a pas arrêté en fait de vivre et d'avoir en fait des choses dont je suis extrêmement fière, à la fois sur le plan pro et sur le plan perso. Et finalement, ça fait tout prend sens en fait. Et j'adore ce speech de comment il s'appelle, le fondateur d'Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. Ah non. J'adore du coup j'adore son speech qui parle beaucoup en fait de connecting the dots et de la capacité en fait qu'on va avoir de manière rétrospective en fait à comprendre pourquoi on a vécu tel événement à tel moment. Et en fait quelque part en fait j'accepte de pas tout comprendre.
Mais en faisant mine de rien ce travail-là, il y a déjà une bonne partie en fait du chemin qui prend tout son sens pour moi. Et donc plutôt que d'en parler comme une année extrêmement, je sais pas, challengeante, etc. Je l'accepte comme elle est et en fait j'en retiens en fait que les apprentissages que finalement elle m'a apporté à la fois sur moi-même et sur mon travail, ma relation à ma famille, à mes amis, etc. Donc le Year Compass, je le surrecommande tellement je suis fan. Ouais. Et je m'essaye à le bullet journal. J'en ai beaucoup entendu parler. Très sincèrement, je l'ai jamais. Je suis plutôt bien organisée, donc j'ai mon agenda. Je prends tout le temps des notes. J'ai mes petits carnets et tout. Mais le bullet journal, j'en ai pas mal entendu parler. J'ai jamais essayé. Et là, récemment, du coup, je m'en suis là pendant cette semaine-là. Je me suis acheté un bullet journal. Et sincèrement, j'en suis plutôt contente du premier usage. Je sais pas si j'aurai la discipline, en tout cas, de le faire toute l'année, mais il faut l'expérimenter, tu vois. Et le bullet journal, du coup, c'est une manière de prendre des notes et d'organiser, du coup, sa vie, ses envies, à la fois perso, pro, etc., qui te permettent, en fait, de suivre les engagements que tu as pris, par exemple, en début d'année ou même au milieu de l'année, etc. Et du coup, pour raccrocher aux résolutions, je le fais en fait malgré moi, même si parfois je me dis ah oui mais est-ce que c'est vraiment important ? Je pense que c'est important. Je pense que j'aurais arrêté de le faire sinon, mais il y a un truc parfois que je ne comprends pas et du coup il faut s'essayer, expérimenter, réexpérimenter. Donc c'est peut-être la chose sur laquelle j'insisterai le plus. En fait, tester tout ce que... Tu vois, on a parlé d'entrepreneuriat, de vocation, d'ikigai, etc. Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien de plus simple et je pense que c'est le meilleur conseil que l'on peut faire à quelqu'un, c'est de tester en fait. Tu as envie de faire un truc, teste en fait. Et accepte que le premier test, il soit petit, il soit pas à la hauteur de ce que tu veux, il soit pas idéal, il soit pas... accepter de commencer petit, mais de nourrir en fait l'engagement à la fois personnel, professionnel, entrepreneurial que l'on va avoir. Et donc, oui, les résolutions, les objectifs, là, pas plus loin que pareil, en fait, la semaine qui vient de s'écouler, je me suis formulé mes 10 objectifs de l'année. Et je pense qu'en le faisant et en le refaisant, on se rend compte de ce qui est faisable ou pas. On se rend compte à quel point parfois, en fait, c'est un peu le piège dans lequel on tombe quand on fait ce travail-là pour la première fois. Bah oui, j'ai envie de lire 100 livres l'année qui suit et de visiter 20 pays et en fait, on se rend compte assez vite que c'est pas l'objectif ou la résolution qui est pas bonne. En fait, c'est juste l'ambition que j'ai mis qui n'est peut-être pas raisonnable par rapport à... Ce que je trouve super intéressant, c'est que tu chiffres tout. C'est-à-dire que tu t'es dit 10 objectifs. Donc, on sent qu'il y a eu un sens de priorisation. 20 pays. Donc, il y a un sens du chiffre et du quantifiable aussi pour pouvoir un peu... par la suite, faciliter le travail de bilan et mieux se projeter l'année qui suit. Moi, j'ai tendance un peu à compartimenter et dire, moi, j'ai envie d'allouer du temps de temps, par exemple, à ma famille, à mes amis, aux pros, aux persos, à la formation. Et je trouve aussi cette démarche-là de procéder par quantité est très intéressante. Je pense que c'est un peu le côté... j'allais dire cartésien, mais aussi... en fait, j'ai besoin d'être honnête avec moi-même à la fin d'année quand je vais faire le bilan. Et je pense que pour y arriver, moi c'est ma manière, du coup c'est ce qui me permet en fait de le faire, c'est de me dire ok, quel est l'engagement que j'ai pris en début d'année, est-ce que j'ai réussi en fait à le réaliser ou pas. Et j'ai le sentiment que parfois si je peux pas le mesurer, je peux pas l'évaluer en fait, je peux pas me dire est-ce que je vais être soit trop dure avec moi-même, soit je vais avoir l'impression d'avoir fait un exploit, alors que pas du tout, tu vois. Du coup, je dirais plus ça. Donc, résolution, go, faites-le. Et je pense que ça, c'est une croyance qui est très forte. On devient, en fait, ce qu'on rêve. Et du coup, je crois beaucoup en les professions réalisatrices.
Et mine de rien, en fait, moi, en tout cas, quand je fais ce travail-là, écrire mes objectifs, revenir dessus, etc., me permet en fait d'avoir un engagement en fait envers moi-même et donc d'avoir la satisfaction de me dire que j'investis sur moi et je grandis et j'ai une fois sortie en fait ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, et ça c'est un peu le paradoxe de la bonne élève, quand on n'a plus d'école, on ne sait pas en fait si on est bon ou pas. Et pour en tout cas des personnes comme moi, je trouve ça extrêmement plus cadrant en fait, d'avoir une hygiène de vie, mais aussi des moyens en fait qui te permettent vraiment de prendre soin de cette hygiène de vie-là et d'être stimulé en fait en permanence, intellectuellement, personnellement, professionnellement, par des objectifs qui te donnent envie, et de plus rester que dans l'envie, mais d'être vraiment en fait en permanence dans l'action. Voilà. C'est parfait, parce que généralement, à ce moment du podcast, je demande généralement aux invités un livre, une citation, une musique, et je pense que là, on a eu énormément de références et de sources d'inspiration, donc je vais te demander par la suite tous les liens pour que je puisse aussi les partager, mais s'il y a une chose peut-être qui te vient à l'esprit pour clôturer, peut-être justement une œuvre qui a changé quelque chose en toi ou dans ta façon de voir les choses, et que tu aimerais nous partager pour conclure. J'ai en tête une citation de livre. On va arrêter là. Et on va arrêter là. Je te vois déjà réfléchir en façon. Non. Une citation de livre, c'est déjà parfait. Je t'en avais demandé une. Je pense qu'une citation qui a eu beaucoup de sens en fait pour moi, c'est celle que j'ai découverte du coup pendant le parcours Aristote. C'est Aristote, c'est une citation qu'on prête à Aristote, et qui dit là où vos talents rencontrent les besoins du monde, là est votre vocation. Et je pense que ça dit tout. Et pour moi, ça a été c'est vachement en fait capital de relire à chaque fois en fait cette citation-là, parce que ça redonne en fait du sens à mon engagement. Et je me dis, j'ai pas fait ce que j'ai fait pour rien. Je sais pourquoi je fais ce que je fais, et ça renforce vachement en fait mes valeurs, mes convictions, etc. Et les deux livres peut-être qui m'ont pas mal marqué, le premier, il est d'Amin Malouf, il s'appelle Identité meurtrière. Je pense qu'il est je pense qu'il est important pour moi, notamment parce qu'il a donné beaucoup de sens à ce périple en fait, entre le Maroc, la France, l'appartenance, l'identité. Et il a été capital dans le parcours de validation en fait, de mes acquis identitaires. Et l'ouverture en fait, à cette... capacité à continuer en fait à nourrir une identité, parce qu'une identité n'est jamais figée dans le temps, et il y a tout ce que tu vis qui vient en fait l'enrichir en permanence, et s'en rendre compte en fait m'a vachement apaisé et permis de plus assumer qui je suis en fait. Voilà. Et le dernière référence, c'est Sapiens de Yuval Harari. Pourquoi ? Parce que je trouve ce livre fascinant par l'ingéniosité qu'il a pu avoir à résumer l'histoire de l'humanité en 400 pages. Et j'ai appris tellement de choses, moi qui n'ai absolument pas... j'ai un background plutôt, du coup, vachement orienté entreprise, économie, etc. Et j'adore ce genre de lecture qui me challenge vachement et m'apprennent énormément. Donc j'ai un rapport en fait à la lecture qui est très intéressé, et je le recommande vachement aux gens. Merci beaucoup Intisal Bouftaïm, et merci à vous qui nous écoutez ici ou à travers donc vos écouteurs. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous soutenir en suivant Khaddat sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook ou Instagram, et en commentant et notant le podcast sur Apple Podcast. Et enfin, pour ne pas louper l'actualité et les prochains épisodes de Khaddat, on peut s'inscrire sur la newsletter, donc à retrouver sur le site www.khaddat.com. Et d'ici là, je vous souhaite de faire encore plus de belles rencontres, de continuer de rêver et trouver toute l'audace, et donc le courage et la détermination nécessaires
pour les réaliser. Je vous dis à dans 15 jours avec une nouvelle rencontre dans un épisode de Raddas. Merci encore.